Chapitre 43. Oui, affolé. L'aiguille sautait d'un pôle à l'autre avec des brusques secousses, parcourait tous les points du cadran et tournait comme si elle eût été prise de vertige. Je savais bien que, d'après les théories les plus acceptées, l'écorce minérale du globe n'est jamais dans un état de repos absolu. Les modifications amenées par la décomposition des matières internes, l'agitation provenant des grands courants liquides, l'action du magnétisme tendent à l'ébranler incessamment, alors même que les êtres disséminés à sa surface ne soupçonnent pas son agitation. Ce phénomène ne m'aurait donc pas autrement effrayé, ou du moins il n'eût pas fait naître dans mon esprit une idée terrible. Mais d'autres faits, certains détails, sui generis, ne purent me tromper plus longtemps. Les détonations se multipliaient avec une effrayante intensité. Je ne pouvais les comparer qu'au bruit que ferait un grand nombre de chariots entraînés rapidement sur le pavé. C'était un tonnerre continu. Puis la boussole affolée, secouée par les phénomènes électriques, me confirmait dans mon opinion l'écorce minérale menaçait de se rompre, les massifs granitiques de se rejoindre, les fissures de se combler, le vide de se remplir, et nous, pauvres atomes, nous allions être écrasés dans cette formidable étreinte. Mon oncle, m'écriai-je, nous sommes perdus. Quelle est cette nouvelle terreur? Me répondis-je avec un calme surprenant. Qu'as-tu donc? Ce que j'ai? Observez ces murailles qui s'agitent, ce massif qui se disloque, cette chaleur torride, cette eau qui bouillonne, ces vapeurs qui s'épaississent, cette aiguille folle, tous les indices d'un tremblement de terre. Mon oncle secoua doucement la tête. « Un tremblement de terre » dit-il. « Oui, mon garçon, je crois que tu te trompes. »« Quoi, vous ne reconnaissez pas les symptômes d'un tremblement de terre ?»« Non, j'attends mieux que cela. »« Que voulez-vous dire ?»« Une éruption, Axel. »« Une éruption, dis-je. Nous sommes dans la cheminée d'un volcan en activité. »« Je le pense, dit le professeur en souriant, et c'est ce qui peut nous arriver de plus heureux. »« De plus heureux, mon oncle était-il devenu fou ? Que signifiaient ces paroles? Pourquoi ce calme, ce sourire? Comment, m'écriai-je, nous sommes pris dans une éruption? La fatalité nous a jetés sur le chemin des laves incandescentes, des roches en feu, des eaux bouillonnantes, de toutes les matières éruptives. Nous allons être repoussés, expulsés, rejetés, vomis, expectorés dans les airs avec les quartiers de roc, les pluies, des cendres et des scories, dans un tourbillon de flammes, et c'est ce qui peut nous arriver de plus heureux. Oui, répondit le professeur en me regardant par-dessus ses lunettes, car c'est la seule chance que nous ayons de revenir à la surface de la Terre. Je passe rapidement sur les 1000 idées qui se croisèrent dans mon cerveau. Mon oncle avait raison, absolument raison, et jamais il ne me parut ni plus audacieux ni plus convaincu qu'en ce moment où il attendait supputer avec calme les chances d'une éruption. Cependant, nous montions toujours. La nuit se passa dans ce mouvement ascensionnel, les fracas environnants redoublaient. J'étais presque suffoqué, je croyais toucher à ma dernière heure, et pourtant l'imagination est si bizarre que je me livrais à une recherche véritablement enfantine. Mais je subissais mes pensées, je ne les dominais pas. Il était évident que nous étions rejetés par une poussée éruptive. Sous le radeau, il y avait des eaux bouillonnantes, et sous ces eaux, toute une pâte de lave, un agrégat de roches qui, au sommet du cratère, se disperserait en tous sens. Nous étions donc dans la cheminée d'un volcan, pas de doute à cet égard. Mais cette fois, au lieu du Sneffels, volcan étant, il s'agissait d'un volcan en pleine activité. Je me demandais donc quelle pouvait être cette montagne et sur quelle partie du monde nous allions être expulsés. Dans les régions septentrionales, cela ne faisait aucun doute. Avant ces affolements, la boussole n'avait jamais varié à cet égard. Depuis le cap Saknussemm, nous avions été entraînés directement au nord pendant des centaines de lieues. Or, étions-nous revenus sous l'Islande? Devions-nous être rejetés par le cratère de l'Éclat ou par ceux des 7 autres monts ignivomes de l'île? Dans un rayon de 500 lieues à l'ouest, je ne voyais sous ce parallèle que les volcans mal connus de la côte nord-ouest de l'Amérique. Dans l'est, un seul existait sous les 80e degrés de latitude. L'Esque, dans l'île de Jan Mayen, non loin du Spitzberg. Certes, les cratères ne manquaient pas et ils se trouvaient assez spacieux pour vomir une armée tout entière. Mais lesquels nous serviraient d'issue? C'est ce que je cherchais à deviner.
Vers le matin, le mouvement d'ascension s'accéléra. Si la chaleur s'accrut, au lieu de diminuer aux approches de la surface du globe, c'est qu'elle était toute locale et due à une influence volcanique. Notre genre de locomotion ne pouvait plus me laisser aucun doute dans l'esprit. Une force énorme, une force de plusieurs centaines d'atmosphères produite par les vapeurs accumulées dans le sein de la Terre, nous poussait irrésistiblement. Mais à quel danger innombrable elle nous explosait. Bientôt des reflets fauves pénétrèrent dans la galerie verticale qui s'élargissait. J'apercevais à droite et à gauche des couloirs profonds semblables à d'immenses tunnels d'où s'échappaient des vapeurs épaisses. Des langues de flammes en léchaient les parois en pétillant. « Voyez, voyez mon oncle !» m'écriai-je. « Eh bien, ce sont des flammes sulfureuses, rien de plus naturel dans une éruption. Mais si elles nous enveloppent, elles ne nous envelopperont pas. Mais si nous étouffons, nous n'étoufferons pas. La galerie s'élargit, et s'il le faut, nous abandonnerons le radeau pour nous abriter dans quelques crevasses. Et l'eau montante, il n'y a plus d'eau, Axel, mais une sorte de pâte lavique qui nous soulève avec elle jusqu'à l'orifice de cratère. La colonne liquide avait effectivement disparu pour faire place à des matières éruptives assez denses, quoique bouillonnantes. La température devenait insoutenable et un thermomètre exposé dans cette atmosphère eût marqué plus de 70 degrés. La sueur m'inondait. Sans la rapidité de l'ascension, nous aurions été certainement étouffés. Cependant, le professeur ne donna pas suite à sa proposition d'abandonner le radeau et il fit bien. Ces quelques poutres mal jointes offraient une surface solide, un point d'appui qui nous eût manqué partout ailleurs. Vers 8 heures du matin, un nouvel incident se produisit pour la première fois. Le mouvement ascensionnel cessa tout à coup. Le radeau demeura absolument immobile. « Qu'est-ce donc ?» demandai-je, ébranlé par cet arrêt subi comme par un choc. « Une halte » répondit mon oncle. « Est-ce l'éruption qui se calme ? J'espère bien que non. » Je me levai. J'essayai de voir autour de moi, peut-être le radeau arrêté par une saillie de roc opposait-il une résistance momentanée à la masse éruptive. Dans ce cas, il fallait se hâter de le dégager au plus vite. Il n'en était rien. La colonne de cendres, de scories, de débris pierreux avait elle-même cessé de monter. « Est-ce que l'éruption s'arrêterait » m'écriai-je. « Ah, fit mon oncle les dents serrées, tu le crains, mon garçon, mais rassure-toi, ce moment de calme ne saurait se prolonger. Voilà déjà 5 minutes qui durent et avant peu nous reprendrons notre ascension vers l'orifice du cratère. » Le professeur, en parlant ainsi, ne cessait de consulter son chronomètre et il devait avoir encore raison dans ses pronostics. Bientôt le radeau fut repris d'un mouvement rapide et désordonné qui dura 2 minutes à peu près, et il s'arrêta de nouveau. « Bon, fit mon oncle, en observant l'heure, dans 10 minutes, il se remettra en route. » 10 minutes ? Oui, nous avons affaire à un volcan dont l'éruption est intermittente. Il nous laisse respirer avec lui. Rien n'était plus vrai. À la minute assignée, nous fûmes lancés de nouveau avec une extrême rapidité. Il fallait se cramponner aux poutres pour ne pas être rejeté hors du radeau. Puis la poussée s'arrêta. Depuis, j'ai réfléchi à ce singulier phénomène sans en trouver une explication satisfaisante. Toutefois, il me paraît évident que nous n'occupions pas la cheminée principale du volcan, mais bien un conduit accessoire où se faisait sentir un effet de contre-coup. Combien de fois se reproduisit cette manœuvre, je ne saurais le dire. Tout ce que je puis affirmer, c'est qu'à chaque reprise du mouvement, nous étions lancés avec une force croissante et comme emportés par un véritable projectile. Pendant les instants de halte, on étouffait. Pendant les moments de projection, l'air brûlant me coupait la respiration. Subitement, dans les régions hyperboréennes, par un froid de 30 degrés au-dessous de zéro. Mon imagination surexcitée se promenait sur les plaines de neige des contrées arctiques et j'aspirais au moment où je me roulerais sur les tapis glacés du pôle. Peu à peu, d'ailleurs, ma tête, brisée par ces secousses réitérées, se perdit. Sans les bras de Hans, plus d'une fois je me serais brisé le crâne contre le paroi de granit. Je n'ai donc conservé aucun souvenir précis de ce qui se passa pendant les heures suivantes. J'ai le sentiment confus de détonation continue de l'agitation du massif d'un mouvement giratoire dont fut pris le radeau.
Il ondula sur des flots de lave au milieu d'une pluie de cendres. Les flammes ronflantes l'enveloppèrent. Un ouragan qu'on eût dit chassé d'un ventilateur immense activait les feux souterrains. Une dernière fois, la figure de Hans m'apparut dans un reflet d'incendie et je n'eus plus d'autre sentiment que cette épouvante sinistre des condamnés attachés à la bouche d'un canon au moment où le coup part et disperse leurs membres dans les airs. Chapitre 44. Quand je rouvris les yeux, je me sentis serré à la ceinture par la main vigoureuse du guide. De l'autre main, il soutenait mon oncle. Je n'étais pas blessé grièvement, mais brisé plutôt par une courbature générale. Je me vis couché sur le versant d'une montagne à 2 pas d'un gouffre dans lequel le moindre mouvement me précipitait. Hans m'avait sauvé de la mort pendant que je roulais sur les flancs du cratère. « Où sommes-nous » demanda mon oncle qui me parut fort irrité d'être revenu sur terre. Le chasseur leva les épaules en signe d'ignorance. « En Islande, dis-je. »« Nei, répondit Hans. »« Comment ? Non » s'écria le professeur. « Hans se trompe, dis-je en me soulevant. Après les surprises innombrables de ce voyage, une stupéfaction nous était encore réservée. Je m'attendais à voir un cône couvert de neige éternelle au milieu des arides déserts des régions septentrionales sous les pâles rayons d'un ciel polaire, au-delà des latitudes les plus élevées, et contrairement à toutes ces prévisions, mon oncle, l'Islandais et moi, nous étions étendus à mi-flanc d'une montagne calcinée par les ardeurs du soleil qui nous dévorait de ces feux. Je ne voulais pas en croire mes regards, mais la réelle cuisson dont mon corps était l'objet ne permettait aucun doute. Nous étions sortis à demi-nus du cratère à l'astre radio auquel nous n'avions rien demandé depuis 2 mois, se montrant à notre égard prodigue de lumière et de chaleur, nous versait à flot une splendide irradiation. Quand mes yeux furent accoutumés à cet éclat dont ils avaient perdu l'habitude, je les employai à rectifier les erreurs de mon imagination. Pour le moins, je voulais être au Spitzberg, et je n'étais pas d'humeur à en démordre aisément. Le professeur avait le premier pris la parole et dit « En effet, voilà qui ne ressemble pas à l'Islande. »« Mais l'île de Jan Mayen, répondis-je. « Pas davantage, mon garçon. Ceci n'est point un volcan du nord avec ses collines de granit et sa calotte de neige. Cependant, regarde Axel, regarde. Au-dessous de notre tête, à 500 pieds au plus, s'ouvrait le cratère d'un volcan par lequel s'échappait de quart d'heure en quart d'heure avec une très forte détonation une haute colonne de flammes mêlée de pierres ponces, de cendres et de lave. Je sentais les convulsions de la montagne qui respirait à la façon des baleines et rejetait de temps à autre le feu et l'air par ses énormes vents. Au-dessous et par une pente assez roide, les nappes de matière éruptive s'étendaient à une profondeur de 7 à 800 pieds, ce qui ne donnait pas au volcan une hauteur totale de 300 toises. Sa base disparaissait dans une véritable corbeille d'arbres verts, parmi lesquels je distinguais des oliviers, des figuiers et des vignes chargées de grappes vermeilles. Ce n'était point l'aspect des régions arctiques, il fallait bien en convenir. Lorsque le regard franchissait cette verdoyante enceinte, il arrivait rapidement à se perdre dans les eaux d'une mer admirable ou d'un lac qui faisait de cette terre enchantée une île large de quelques lieues à peine. Au levant se voyait un petit port précédé de quelques maisons et dans lequel des navires d'une forme particulière se balançaient aux ondulations des flots azurés. Au-delà des groupes d'îlots sortaient de la plaine liquide et si nombreux qu'ils ressemblaient à une vaste fourmilière. Vers le couchant, des côtes éloignées s'arrondissaient à l'horizon. Sur les unes se profilaient des montagnes bleues d'une harmonieuse conformation. Sur les autres, plus lointaines, apparaissait un cône prodigieusement élevé au sommet duquel s'agitait un panache de fumée. Dans le nord, une immense étendue d'eau étincelait sous les rayons solaires, laissant poindre à çà et là l'extrémité d'une mâture ou la convexité d'une voile gonflée au vent. L'imprévu d'un pareil spectacle en centuplait encore les merveilleuses beautés. « Où sommes-nous ? Où sommes-nous » répétai-je à mi-voix. Hans fermait les yeux avec indifférence et mon oncle regardait sans comprendre. « Quelle que soit cette montagne, dit-il enfin, il y fait un peu chaud. Les explosions ne discontinuent pas et ce ne serait vraiment pas la peine d'être sorti d'une éruption pour recevoir un morceau de roc sur la tête. Descendons et nous saurons à quoi nous en tenir. D'ailleurs, je meurs de faim et de soif. »
Décidément, le professeur n'était point un esprit contemplatif. Pour mon compte, oubliant le besoin et les fatigues, je serais resté à cette place pendant des longues heures encore, mais il fallut suivre mes compagnons. Le talus de volcan offrait des pentes très roides. Nous glissions dans de véritables fondières de cendres, évitant les ruisseaux de lave qui s'allongeaient comme des serpents de feu. Tout en descendant, je causais avec volubilité, car mon imagination était trop remplie pour ne point s'en aller en paroles. « Nous sommes en Asie, m'écriai-je, sur les côtes de l'Inde, dans les îles Malaises, en pleine Océanie. Nous avons traversé la moitié du globe pour aboutir aux antipodes de l'Europe. »« Mais la boussole » répondait mon oncle. « Oui, la boussole, disais-je d'un air embarrassé. À l'en croire, nous avons toujours marché au nord. Elle a donc menti ? Oh, menti, à moins que ceci ne soit le pôle Nord. Le pôle... non, mais il y avait là un fait inexplicable, je ne savais qu'imaginer. Cependant, nous nous rapprochions de cette verdure qui faisait plaisir à voir. La faim me tourmentait et la soif aussi. Heureusement, après 2 heures de marche, une jolie campagne s'offrit à nos regards, entièrement couverte d'oliviers, de grenadiers et de vignes qui avaient l'air d'appartenir à tout le monde. D'ailleurs, dans notre dénuement, nous n'étions point gens à y regarder de si près. Quelle jouissance ce fut de presser ces fruits savoureux sur nos lèvres et de mordre à pleines grappes dans ces vignes vermeilles. Non loin dans l'herbe, à l'ombre délicieuse des arbres, je découvris une source d'eau fraîche où notre figure et nos mains se plongèrent voluptueusement. Pendant que chacun s'abandonnait ainsi à toutes les douceurs du repos, un enfant apparut entre 2 touffes d'oliviers. « Ah !» m'écriai-je, un habitant de cette heureuse contrée. C'était une espèce de petit pauvre très misérablement vêtu, assez souffreteux et que notre aspect parut effrayer beaucoup. En effet, demi-nus, avec nos barbes incultes et nous avions fort mauvaise mine, et à moins que ce pays ne fût un pays de voleurs, nous étions faits de manière à effrayer ses habitants. Au moment où le gamin allait prendre la fuite, un courut après lui et le ramena malgré ses cris et ses coups de pied. Mon oncle commença par le rassurer de son mieux et lui dit, en bon allemand, « Quel est le nom de cette montagne, mon petit ami ?» L'enfant ne répondit pas. « Bon, » dit mon oncle, « nous ne sommes point en Allemagne. » Et il refit la même demande en anglais. L'enfant ne répondit pas davantage. J'étais très intrigué. « Est-il donc muet ?» s'écria le professeur qui, très fier de son polyglottisme, recommença la même question en français. Même silence de l'enfant. « Alors essayons de l'italien » reprit mon oncle, et il dit de cette langue. « Dove noi siamo » ? « Oui, où sommes-nous » répétai-je avec impatience, l'enfant de ne point répondre. « Ah, ça, parleras-tu » s'écria mon oncle, que la colère commençait à gagner et qui secoua l'enfant par les oreilles. « Come si nome questa isola ?»« Stromboli » répondit le petit pâtre, qui s'échappa des mains de Hans et gagna la plaine à travers les oliviers. Nous ne pensions guère à lui, le Stromboli. Quel effet produisit sur mon imagination son nom inattendu. Nous étions en pleine Méditerranée, au milieu de l'archipel éolien de mythologie mémoire, dans l'ancienne Strongyle, où Éole tenait à la chaîne les vents et les tempêtes. Et ces montagnes bleues qui s'arrondissaient au levant, c'étaient les montagnes de la Calabre, et ce volcan dressé à l'horizon du sud, l'Etna, le farouche Etna lui-même. « Stromboli, Stromboli » répétai-je. Mon oncle m'accompagnait de ses gestes et de ses paroles. Nous avions l'air de chanter en chœur. Ah, quel voyage, quel merveilleux voyage! Entrés par un volcan, nous étions sortis par un autre. Si cet autre était situé à plus de 1200 lieues du Sneffels, de cet aride pays de l'Islande, jeté aux confins du monde. Les hasards de cette expédition nous avaient transportés au sein de plus harmonieuses contrées de la terre. Nous avions abandonné la région des neiges éternelles pour celle de la verdure infinie et laissé au-dessus de nos têtes le brouillard grisâtre des zones glacées pour revenir au ciel azuré de la Sicile. Après un délicieux repas composé de fruits et d'eau fraîche, nous nous remîmes en route pour gagner le port de Stromboli. Dire comment nous étions arrivés dans l'île ne nous parut pas prudent, l'esprit superstitieux des Italiens n'eût pas manqué de voir en nous des démons vomis du sang des enfers. Il fallut donc se résigner à passer pour d'humbles naufragés. C'était moins glorieux, mais plus sûr. Chemin faisant, j'entendais mon oncle murmurer. Mais la boussole qui manquait le nord.
Comment expliquer ce fait? Ma foi, dis-je avec un grain d'air de dédain, il ne faut pas l'expliquer, c'est plus facile. Par exemple, un professeur au jeune homme qui ne trouverait pas la raison d'un phénomène cosmique, ce serait une honte. En parlant ainsi, mon oncle Dominiou, sa bourse de cuir autour des reins et dressant ses lunettes sur son nez, redevine le terrible professeur de minéralogie. 1 heure après avoir quitté le bois d'Olivier, nous avions au port de San Vincenzo, où Hans réclamait le prix de sa 13e semaine de service, qui lui fut compté avec de chaleureuses poignées de main. En cet instant, s'il ne partagea pas notre émotion, bien naturelle, il se laissa aller du moins à un mouvement d'expansion extraordinaire. Du bout de ses doigts, il pressa légèrement nos 2 mains et se mit à sourire. Chapitre 45. Voici la conclusion d'un récit auquel refuseront d'ajouter foi les gens les plus habitués à ne s'étonner de rien. Mais je suis cuirassé d'avance contre l'incrédulité humaine. Nous fûmes reçus par les pêcheurs stromoboliotes avec les égards dus à des naufragés. Ils nous donnèrent des vêtements et des vivres. Après 48 heures d'attente, le 31 août, un petit spéronard nous conduisit à Messine, où quelques jours de repos nous remirent de toutes nos fatigues. Le vendredi 4 septembre, nous nous embarquions à bord de Volturne, l'un des paquebots postes des messageries impériales de France, et 3 jours plus tard, nous prenions terre à Marseille, n'ayant plus qu'une seule préoccupation dans l'esprit, celle de notre maudite boussole. Ce fut inexplicable et ne laissait pas de me tracasser très sérieusement. Le 9 septembre au soir, nous arrivions à Hambourg. Quelle fut la stupéfaction de Marthe, quelle fut la joie de Graben, je renonce à le décrire. Maintenant que tu es un héros, me dit ma chère fiancée, tu n'auras plus besoin de me quitter, Axel. Je la regardai, elle pleurait en souriant. Je laisse à penser si le retour du professeur Lidenbrock fit sensation à Hambourg. Grâce aux indiscrétions de Marthe, la nouvelle de son départ pour le centre de la Terre s'était répandue dans le monde entier. On ne voulut pas y croire et en le revoyant, on n'y crut pas davantage. Cependant, la présence de Hans et diverses informations venues d'Islande modifièrent peu à peu l'opinion publique. Alors mon oncle devine un grand homme et moi le neveu d'un grand homme, ce qui est déjà quelque chose. Hambourg donna une fête en notre honneur. Une séance publique eut lieu au Johanneum où le professeur fit le récit de son expédition. Il ne mit que les faits relatifs à la boussole. Le jour même, il déposa aux archives de la ville le document de Saknussemm et il exprima son vif regret de ce que les circonstances plus fortes que sa volonté ne lui eussent pas permis de suivre jusqu'au centre de la terre les traces du voyageur islandais. Il fut modeste dans sa gloire et sa réputation s'en accrut. Tant d'honneur devait nécessairement lui susciter les envieux. Il en eut, et comme ces théories appuyées sur des faits certains contredisaient les systèmes de la science sur laquelle du feu central il soutient par la plume et par la parole de remarquables discussions avec les savants de tout pays. Pour mon compte, je ne puis admettre sa théorie du refroidissement, en dépit de ce que j'ai vu. Je crois et je croirai toujours à la chaleur centrale, mais j'avoue que certaines circonstances, encore mal définies, peuvent modifier cette loi sous l'action de phénomènes naturels. Au moment où ces questions étaient palpitantes, mon oncle éprouva un vrai chagrin. Hans, malgré ses instances, avait quitté Hambourg. L'homme auquel nous devions tout ne voulut pas nous laisser lui payer notre dette. Il fut pris de la nostalgie de l'Islande. « Farval », dit-il un jour, et sur ce simple mot d'adieu, il partit pour Reykjavik, où il arriva heureusement. Nous étions singulièrement attachés à notre brave chasseur d'Édé. Son absence ne le fera jamais oublier de ceux auxquels il a sauvé la vie, et certainement je ne mourrai pas sans l'avoir revu une dernière fois. Pour conclure, je dois ajouter que ce voyage au centre de la Terre fit une énorme sensation dans le monde. Il fut imprimé et traduit dans toutes les langues, les journaux les plus accrédités s'en arrachèrent les principaux épisodes qui furent commentés, discutés, attaqués, soutenus avec une égale conviction dans le camp des croyants et des incrédules. Chose rare. Mon oncle jouissait de son vivant de toute la gloire qu'il avait acquise. Et il n'y eut pas jusqu'à M. Barnum qui nous lui proposait de l'exhiber à un très haut prix dans les États
de l'union. Mais un ennui, disons même un tourment, se glissait au milieu de cette gloire. Un fait demeurait inexplicable, celui de la boussole. Or, pour un savant, pareil phénomène inexpliqué devient un supplice de l'intelligence. Eh bien, le ciel réservait à mon oncle d'être complètement heureux. Un jour, en rangeant une collection de minéraux dans son cabinet, j'aperçus cette fameuse boussole et je me mis à l'observer. Depuis 6 mois, elle était là, dans son coin, sans se douter des tracas qu'elle causait. Tout à coup, quelle fut ma stupéfaction. Je poussai un cri. Le professeur accourut. « Qui est-ce donc » demanda-t-il. « Cette boussole. Eh bien, mais son aiguille indique le sud et non le nord. Que dis-je? Voyez, les pôles sont changés. » « Changés ?» Mon oncle regarda, compara et fit trembler la maison par un bond superbe. Quelle lumière éclairait à la fois son esprit et le mien. Ainsi donc, s'écria-t-il, dès qu'il recouvra la parole, après notre arrivée au cap Saknussemm, l'aiguille de cette damnée boussole marquait le sud au lieu du nord. Évidemment, notre erreur s'explique alors. Mais quel phénomène a pu produire ce renversement des pôles? Rien de plus simple, explique-toi, mon garçon. Pendant l'orage sur la mer Lidenbrock, cette boule de feu qui aimantait le fer du radeau avait tout simplement désorienté notre boussole. « Ah !» s'écria le professeur en éclatant de rire. « C'était donc un tour de l'électricité ?» À partir de ce jour, mon oncle fut le plus heureux des savants et moi le plus heureux des hommes, car ma jolie Virlandaise, abdiquant sa position de pupille, prit rang dans la maison de Königstrasse en la double qualité de nièce et d'épouse. Inutile d'ajouter que son oncle fut l'illustre professeur Otto Lidenbrock, membre correspondant de toutes les sociétés scientifiques, géographiques et minéralogiques des 5 parties du monde. Fin.